Amal, donc, avec Christine Chouérachaud, spécialiste universitaire, spécialiste de la littérature algérienne, mais pas seulement, et qui nous parlera aussi donc, d'Assia Djebar, avec donc, Amal Chawati, présidente du Cercle des Amis d'Assia Djebar, qui a dirigé d'ailleurs un ouvrage, Lire Assia Djebar, aussi vous êtes écrivain, donc qui nous parlera sans doute de plus. Parce que je n'ai pas oublié, mais j'en arrive, pourquoi Assia Djebar, c'est aussi Strasbourg. Enfin, ça, c'est nous allons faire parce que j'ai un lien très très fort avec Strasbourg, nous en parlerons, à travers notamment l'île de Strasbourg, mais aussi avec Jean Hurstel, ancien directeur de la LIFRI, de Centre européen de la jeune création, Théâtre des Lisières, donc un lieu historique, mémorial, qui a contribué très très fortement à l'émergence, à la diffusion et à l'accompagnement de tout ce qu'il y avait de meilleur dans l'éducation populaire, dans la culture, dans la création, des choses très très importantes à Strasbourg, mais aussi ancien directeur de banlieue d'Europe, et qui précisément témoignera, nous apportera un témoignage sur Assia Djebar, précisément autour d'une... Parce qu'il a eu une résidence d'écriture à Strasbourg, 93-94, il ne faut pas que je dise des bêtises, mais tu me corrigeras. Et à l'époque, tu dirigeais toi-même le centre. Voilà. Voilà un peu très succinctement. Marie, à toi la parole. Merci Salah et merci de nous inviter autour d'Assia Djebar et de ce numéro spécial donc, de la revue Algérie Littérature Action que vous voyez ici devant vous, dont je vous reparlerai un petit peu plus avant. Et tout d'abord, je voudrais retracer le parcours et entrer un peu dans l'œuvre d'Assia Djebar de façon assez succincte malgré tout, puisque nous sommes nombreux à parler. Hein. Donc il faut être, je crois, un petit peu modeste dans ce qu'on va dire en termes de temps. Donc Fatma Zora Himalayenne, dite Assia Djebar, née le 4 août 1936 à Cherchell, en Algérie, nous a quittés le 6 février 2015 à Paris et a été inhumée dans sa terre natale. Dans sa vie, comme dans son œuvre d'écrivaine et de cinéaste, ce fut une femme exigeante, engagée et pionnière dans bien des domaines. Berbérophone par ses grands-parents, arabophone par ses parents, elle a appris le français à l'école française où son père était instituteur. Elle fit ses études à Blida, puis à Paris, et fut la première étudiante algérienne à être reçue à l'École normale supérieure de Sèvres. Elle en fut exclue par la suite pour avoir suivi le mot d'ordre de grève de l'Union des étudiants musulmans algériens, proche du FLN. Après des études supérieures d'histoire à Tunis, pendant donc ce que nous appelons nous la guerre d'Algérie, où elle collabore au journal de combat El Moudjahid, elle enseigne l'histoire à l'université de Rabat, puis d'Alger, à l'indépendance, de 62 à 65. Elle retourne à Paris en 65, puis revient enseigner la littérature arabe classique, non, pardon, la littérature française, non, vraiment pas, la littérature française à l'université d'Alger de 1974 à 1980. Refusant de donner ses cours en arabe classique, justement, elle repart en France, donc vous voyez de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie, au Centre culturel algérien de Paris. Ensuite, dans les années 90, elle va sortir de ses va-et-vient entre Alger et Paris et va partir enseigner la littérature francophone aux États-Unis. Elle est la première maghrébine à entrer à l'Académie française en 2005, après avoir obtenu une dizaine de récompenses prestigieuses et avoir atteint une renommée internationale. Parmi les quêtes principales de son œuvre, celle de la mémoire,
individuelle et collective, devient centrale à partir de son ouvrage « L'amour, la Fantasia » en 1985. Vous avez entendu dans sa biographie qu'elle était historienne de formation. Ce n'est pas du tout anodin dans son parcours littéraire. À travers des constructions complexes qui mêlent récits historiques, récits biographiques, réflexions sur la création littéraire, documents et fiction, elle reconquiert l'histoire de l'Algérie. Cette démarche est indissociable d'une écriture que je dirais polyphonique, comme l'exprime d'ailleurs le titre de son essai de 1999, « Ces voix qui m'assiègent ». Et cette démarche se conjugue aussi avec la polygraphie. Son œuvre, une vingtaine d'ouvrages, comprend principalement des romans, certes, mais aussi de la poésie, du théâtre, des nouvelles, des essais et quelques titres en italien, étonnamment, et aussi 2 films. Elle a choisi, malgré tout, d'écrire en français et précise que c'est un français, je la cite, entendu avec une oreille arabe ou berbère. Cette langue d'écriture, ressentie d'abord comme une langue qu'elle appelle marâtre, devient vite une langue de liberté, de transgression, de résistance. Cela dit, dans La disparition de la langue française en 2003, récit du retour au pays d'un Algérien, elle fait le constat amer, tout à la fois du déclin du pays et du déclin de la langue française dans le pays. Assia Djebar écrit aussi, et surtout peut-être, pour donner parole aux femmes de son pays, et ce, dès la fin des années 50, avec ses 2 premiers romans, La soif et Les impatients. Pour rendre voix aux aïeuls et permettre l'expression à la parole interdite, elle va, tout au long de son œuvre, tenter d'inventer un langage qui puise dans les ressources de l'oralité et qui fait entendre la langue des corps. Cette recherche l'entraînera vers l'expérience cinématographique avec 2 films importants. La Loupa des femmes du Mont Chénois en 1978 et La Zerda ou Les Chants de l'oubli en 1982. Nombre de ces textes s'articulent autour de vécus féminins. Les enfants du Nouveau Monde en 1962 et le récit de la guerre de libération d'Algérie au féminin. Les Alouettes naïves en 1967 retracent l'expérience d'une jeune Algérienne au pays, puis en Tunisie. L'emblématique Femmes d'Alger dans leur appartement est un dialogue du murmure au cri avec la célèbre toile de Delacroix. Ombre Sultane, en 1987, s'articule autour de l'histoire de 2 femmes, épouses du même homme. Loin de Médine, 1991, retrace l'histoire des différentes femmes qui entourèrent le prophète. Oran Langue Morte est constitué de dialogues avec des Algériennes restées ou non au pays. La femme sans sépulture, 2002, est une sorte de reportage sur l'histoire de Zulekha, morte durant la guerre d'indépendance et sans sépulture. Cet engagement en faveur des femmes et de leur émancipation, Assia Djebar ne l'a pas poursuivi seulement dans son œuvre littéraire, mais aussi en actes. Par exemple, avec sa sœur et quelques autres, elle crée en 1988 l'association ARIFA, Archives de l'immigration familiale, à Clichy-sous-Bois. Lieu de mémoire du mouvement migratoire des familles, cette association aide les habitants du quartier à gagner en autonomie sur différents plans. Furent ainsi formées des médiatrices qui continuent jusqu'à maintenant à jouer un rôle important. Dans son auto-analyse,
Et dernier texte, Nulle part dans la maison de mon père, en 2007. Assia Djebar revient sur une jeunesse déchirée entre la culture maternelle et la culture française d'un père instituteur qui l'a, dit-elle, jeté dans le monde des autres. Elle tente de comprendre les raisons secrètes des pulsions, je cite, de mort et des pulsions d'écrire qui ont habité sa vie. Elle fait partie de ces écrivains pour qui l'écriture est réellement une question de survie, un refuge primordial, puisque nulle part, je cite, elle ne trouve et elle ne se trouve vraiment dans la maison de son père. Son œuvre majeure, on ne cessera pas d'y insister, tout entière traversée par une longue réflexion donc, sur la mémoire, les langues et le féminin, est à la fois un art poétique de l'écriture comme remise en présence, et je la cite là aussi, un chœur de voix de part et d'autre de la Méditerranée, et un manifeste pour une Algérie plurielle, ouverte au monde, lucide sur son passé, son présent, et ses blancs, pour reprendre le magnifique titre « Le blanc de l'Algérie » de son traîne de 1995 à ses amis créateurs défunts qu'elle a maintenant rejoints. Merci.